de mon village où je suis né. J'ai vécu mon enfance, mon adolescence, jusqu'à ce que je parte à l'armée. Donc ça fait, disons, de 0 à 20 ans. À 20 ans. Alors, ce que j'ai, c'est un village qui m'est très, très, très cher. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu dans la période où on est jeune, on ne l'oublie pas. Non. Malheureusement, il y a eu une période de mes 10 ans jusqu'à mes 14 ans qui ont été très pénibles. C'est la période de la guerre. Ah oui. En 1940, j'avais 10 ans. Quand les Allemands sont partis, j'avais 14 ans. Et si j'ai appris beaucoup de choses, c'est pendant cette période où j'allais souvent chez ma grand-mère, qui était dans un village juste à côté de Saint-Jacob. Ça s'appelait Le Gué. Le Gué. C'est un village où certainement les Allemands n'ont jamais mis les pieds. Donc, parce que à ce moment-là, Le Gué était, disons, très éloigné, et puis pas très éloigné, mais mal desservi par un chemin qui était pas très patrick. C'était le chemin qui reliait, disons, le Champ-Brionnais, qui passait jusqu'au Faumontinais, et qui a lieu. Mais les Allemands n'y allaient jamais. Ils sont passés sur la route, mais jamais. Voilà. Alors donc. Ta grand-mère habitait quelle maison? Comment? Ta grand-mère habitait quelle maison du Gué? La maison du Gué, où il y a, comment il s'appelle, Robin. Robin. Et cette maison-là a été massacrée, la partie qui a été massacrée, par des gens qui ne venaient pas d'ici. Ils ont voulu agrandir alors que c'était une maison aussi belle que la vôtre. Maintenant, ce qui s'est passé à Saint-Jacob, c'est une histoire qui s'est passée surtout dans ma famille. Et je vous raconte l'histoire. C'est un peu l'histoire de ma famille qui m'a été transmise par ma grand-mère maternelle, qui est née dans une famille qui habitait et qui était propriétaire de la ferme de Saint-Jacques-de-Bord. C'était des Leclerc. C'est des familles Leclerc. Dans cette famille Leclerc, il était né 3 filles et un garçon. Oh là. Alors, première des filles, elle s'appelait Françoise, et elle a été mariée. Elle est devenue Madame Garceau. D'accord. Tu as entendu parler? Oui. Après est née ma grand-mère, qui s'appelait Marie, et mariée avec Guillaume Étoré, Ah oui. ma grand-mère. Après, il y avait Mathurine, mariée avec un bel avoir, quelqu'un qui venait de Saint-Martin. Et il y en avait un garçon, qui s'appelait Mathurin. Mathurin. Alors lui, c'est un cas. Mais cette famille-là, cette famille, elle est née dans les années 1860. 1860. Parce que je vais dire pourquoi. Ma grand-mère est morte en 81. Pendant que j'étais à l'armée, en 1950, elle avait 94 ans. Ah oui, d'accord. À 94 ans. Alors, à 94 ans,
Elle est à 94 ans, donc elle est née dans les années 1860. Ils sont nés tous dans les années 1860. Ça, certainement. Et elles ont vu pas mal de choses. Parce que 1860, il y avait 1870, c'était la période où l'histoire de France était trop compliquée. C'est la période où il y a eu la guerre de 70, où la France a perdu l'Alsace et la Lorraine. Hein. Et elle se rappelait de cette... étant gamine, elle se rappelait qu'ils avaient peur des Allemands à ce moment-là. Ils les appelaient comment? Les Prussiens. Les Prussiens, oui. Ils avaient peur des Prussiens. Et étant gamine. Hein. Alors, et quand ils étaient jeunes, elle se souvient d'une chose qui s'était passée, où ils ont eu très peur. Très très peur. C'est quand la chapelle a été brûlée par les Perriers italiens. Alors, là, ils ont eu peur, les gens du coin, ils perdaient leur chapelle, et en plus de ça, ils perdaient la plupart du travail qu'ils avaient dans le coin. Oui. C'était la fermeture 1860, des carrières de Saint-Jacob qui avait provoqué tout ce problème. Et ce problème est pour deux raisons. Il y avait comment les carrières de Trélazé qui concurrençaient déjà bien les carrières de Saint-Jacob, qui étaient plus grossières, moins belles que celles de Trélazé. Et puis, il y avait aussi un chanoine, je crois qu'il est de Lagacy, qui avait demandé au propriétaire, qui était la famille déjà des Carreil de Fouché, hein, de fermer, parce qu'ils avaient embauché des Perriers italiens. Ils ne voulaient pas que le coin soit galvaudé par des gens qu'on ne connaissait pas. Bon, c'est ce qu'on nous disait à l'époque. Et ce que disait Auguste aussi. Ouais, il n'y a pas de souci. Entendre mes grands-parents dire que le grand directeur des carrières était donc propriétaire du château de la Joardin, un nommé M. Vallée, qui a vendu à De Cassabiec. On avait dit qu'il avait vendu ça à 110 francs, je ne sais pas du tout. Mais, Ça s'est passé il y a 100 ans, plus de 100 ans, ça. ben, sans doute. Effectivement, ça se recoupe, hein. C'est bien à ce Il y moment-là. a même la toiture de la maison chez nous, la vieille, qui date des ardoises, date de Saint-Jacob. Et c'était marqué 1842, que j'ai vu. Et l'exploitation des carrières, il y a des Italiens qui sont venus. Et le curé doyen de la Gacilly a dit avec les étrangers, ça va faire du scandale dans le pays. A été trouvé le monsieur de Fouché de Carreil, et puis pour fermer les carrières. Et ce serait ça la version que tu es. Ben oui, que j'ai entendu dire d'un bar de mes grands-parents. Et vos grands-parents habitaient dans quel village? À Colbert. Le grand-père Piguel du Chambry-Lyonnais, qui était le petit Kobi, et les Perriers l'envoyaient chercher à boire à Saint-Jacob, chez la mère la Bobinette, et que le nom lui est resté Kobi. Ah oui, sûrement. Sûrement. Et qui était la mère Bobinette? La grand-mère André Barel. Il y avait une petite épicerie où est la maison d'André Barel maintenant. C'était la petite épicerie là, ouais, avant de construire la grande maison. Tout est mort.
T'as un bon souvenir de la mère Bobinette? Ben, pas tout mauvais, donnez les bonbons. La famille Arcelin est certainement venue là Ben en oui, tant que taillandier, parce que affûter. pour, disons, Euh, creuser, hein, il fallait des les outils, baramines. des baramines, Baramines. des pics, comment on les appelle, ces petits trucs pointus, là, je ne sais pas comment dire, pour faire pour tailler, d'ailleurs, vous avez regardé, les parois sont taillées, mais c'est taillé comme si on avait scié. On devait scier aussi, mais enfin, moins que piquer. On piquait, et puis après, on soulevait. Hein. On commençait par un carré du haut, on commençait par un carré en haut, hein. On taillait, et puis on soulevait. Hein. Après, mais il fallait des outils tranchants, coupants, très pointus. Alors, comme à Angers, il y avait ce qu'on appelle une taillanderie. Une taillanderie, c'était des forgerons très, très forts en trempe, c'est-à-dire pour les outils de coupe. Hein. À côté des carrières, on a toujours vu des taillandiers. On les appelait les taillandiers. Et certainement, Pierre Chulot, bon, Chulot peu Tintin, on l'appelait, parce que Oui, il était Tintin, très bon. ça fait bing-boom sur Il la- était très bon justement, pour tremper. Ouais, ouais. Et il s'était installé au Champ-Guillonnais. Donc, Champ-Guillonnais, c'est la banlieue de Saint-Jacob, si on peut dire. Et s'il était là, c'était certainement la raison de sa position. Là, Il avait une spécialité aussi, le grand-père Julot, que moi je tirais sur le soufflet des centaines et des centaines de fois. Spécialité de ferrer les chevaux de tous les châteaux. Ah, Depuis de Gouillon, de la Forêt-Neuve, de la Joardet, de la Vichauve et de l'Alverdet. Tous les chevaux, ils venaient faire ferrer au Champ-Guillonnais. Il avait un maréchal Ferrand. un maréchal Ferrand qui était... Mais c'est curieux, tous les châtelains venaient là. Ah oui. Ah oui, Ah oui. Ça, je ne connaissais pas. Ah, si, si. Et il y a une suite. C'était donc Julot Arcelin qu'il s'appelait. Il s'appelait Jules Ouesselin. Et il habitait dans quelle maison des Champs? La maison où est Pierrot, Simoneau. Là, ils habitaient, toute la famille. Et son Cet enfant, atelier était peu loin. L'atelier à suivre à côté où habitait André Guérin. Ah, ouais. C'est là qu'était la forge. Ah oui, ben, La maison la plus près de Pierrot, Simoneau. C'était la forge. Les chevaux étaient attachés à la porte. Encore les boucles d'ailleurs. Bon, alors, là, c'est la vie de famille du côté de ma mère. Alors, l'aînée, Madame Garceau, Donc ta mère était une étorée. hein? Ta maman, c'était une étorée. Oui, Étorée. elle était mariée avec... ma grand-mère était mariée avec Guillaume Étoré. D'accord. Et donc, elle est née Étoré. Étorée. Madame Garceau, Mhm. elle était à un moment à Paris. Il l'appelait, c'est pour ça souvent la Parisienne. Elle s'était mariée avec d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a bien vécu avec un comment. Je cherche le nom, ça y est, j'ai vu. Un officier pas d'armée, mais de la police, D'accord. qui a été tué en opération. Elle est devenue veuve. Elle n'avait pas de problème après. Il l'appelait la Parisienne. Parce que quand elle est revenue ici, ils avaient une fille. Une fille qui s'appelait Victoria, qui s'est mariée avec Delon, qui était un colonel. Alors dans la famille, c'était des gens où il ne fallait pas aller chez eux. Hein. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bâti la fameuse maison où il y a eu Barral, la grande maison là. Ah oui. La maison de Pierre Barral. Pierre Borel. Ah oui.
C'est elle qui l'a bâti. Un peu plus bas, d'accord. Alors ça c'est intéressant. Donc elle a été bâtie par Victoria, Par Madame Garceau. Madame Garceau. Elle est née Leclerc. Je dis que la famille Leclerc, c'est eux qui avaient la ferme de la Saint-Jacques de Bas, où est né tous ces 3 filles et ce garçon. Et la ferme de Saint-Jacques-de-Bas, c'est quel bâtiment? Et là, vous avez tout le bas, où se trouve en ce moment, Eric, D'accord. et puis toute l'autre partie qui était, Chez Doudou. hein, où il y avait, où il y a toujours, c'est Michel Villemotte. Hein? Michel Villemotte. Michel Guillemot, tout ça c'était à eux. C'était la ferme, ça. C'était la ferme. Et il y avait l'écurie un peu plus haut. Et l'écurie a fallu brûler avec la fameuse incendie de la... À la chapelle. Ah oui, c'était à combien? 500 mètres? 50 mètres? Ouais. En plus? Pas loin. Hein. Parce que mes parents avaient la maison, la petite maison au bout de chez Borel. Ah oui. Et cette maison-là, Ils n'étaient plus au guet, alors ils sont venus là. elle avait été vendue par un oncle à ma mère, qui était un Leclerc aussi, un Leclerc, qui avait vendu cette pour pas grand-chose à sa petite nièce, c'est-à-dire à ma mère. Et puis cette maison-là, en 1939, non, 29, a pris feu avec Borel. La maison Borel, en 1929, a pris feu. Dans la maison où habitait André, là, tu vois, Oui. c'était la maison où il ramassait, disons, le beurre et les œufs, et il faisait toutes les semaines des grands paquets en bois, où il emballait les œufs, où il y avait des gens qui venaient de Renon chercher le beurre et les œufs. Ah oui, d'accord. Et je ne sais pas si c'est passé un soir, c'est parce qu'il y avait beaucoup de paille. Quelqu'un avait dû... Et puis, c'était un soir de décembre 1929, je n'étais pas né, ma mère était enceinte. La maison brûlait avec la maison brûlée. Oh, bah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère et puis mon père étaient à la porte. Alors, c'est heureusement que la mère Garceau avait, disons, bâti la fameuse maison où il y avait Pierre Borel. Ah oui. Donc, je suis né dans la maison Pierre Borel. Ah oui, d'accord. C'est ta Je suis maison né de en naissance. 1900, en 1930, au mois de mai, dans cette maison-là. D'accord. Et puis, ça a été le temps que la maison soit rebâtie, parce qu'il y a des stations. Ça durait au moins 1 an avant qu'on puisse rentrer dans la petite maison. Et le père Mathurin, c'était vraiment une vedette dans le coin. Ah oui. Ah bah oui, parce que ils appelaient ça le coin noir, parce que, Pourquoi ils appellent ça le coin noir? Oui, ça c'est une grande question. enfin, on appelait le coin noir, parce qu'on était loin de l'église. Loin de l'église, plus de chapelle, ça fait trop loin pour aller à la messe. Les gens n'allaient plus à la messe, ou très peu, et pas souvent. Et le père Mathurin, lui, un jour, le père Mathurin était chez Borel, là. Bon, les 2 curés arrivent. Vous êtes du coin? Oui, je suis du coin. Je suis même né dans le coin. Vous allez à la messe? Non, vous devez venir à la messe. Vous allez avoir beaucoup de péchés à dire. Des péchés? C'est des péchés. Ah oui, j'en ai plein dans mon jardin. Je peux vous en donner. Elle dit, bon, on peut vous parler quand même du bon Dieu. Ah, parlez-moi du bon Dieu, mais surtout pas du diable.
Alors, Borel, il mimait, ah bon, le père Borel, il mimait le père Mathurin. Du coup, ils sont partis. Le mot point noir, à partir de cette histoire de Mathurin, est devenu un nom non, commun par rapport à non, le père Mathurin, c'est les gens du coin qui avaient le point noir parce qu'ils n'allaient pas à la messe. Ah, d'accord. C'était pas des pieux. À Saint-Jacob, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas pieux. Pas pieux. Voilà. Alors, mon père n'y allait pour la messe. Sur la chapelle, t'as pas de... Hein? À part sur la chapelle de Saint-Jacob, à part le fait qu'elle est brûlée, tu connais pas un peu son histoire? Non. L'histoire, c'est pas mal de choses. C'était la période... moi, pendant la... si j'ai connu ça, c'est parce que il y avait la guerre et je passais mon temps chez c'est elle qui m'a raconté tout ça. C'est ça Mais quand tu étais jeune, elle était dans quel état, la chapelle? Comment? Quand tu étais jeune, la chapelle était dans quel état? C'était une masure. Hein. Est-ce qu'il restait de la charpente ou il restait que les murs? Oui, plus que les murs. Hein. Que les murs. Ouais. Mais Saint Jacob, quel est ce saint? De bonnes raisons font croire qu'il s'agit de Saint Jacu, que de vieilles chroniques latines appellent Jacobus. Il est aussi nommé quartier de la forêt. Le prieuré de Saint Jacob relevait de l'abbaye de Paimpont. Tous les prieurés de Paimpont remontent au XIIe siècle. En 1180, Gosseline, dame de la Gacilly, épousait Jean de Montalban, un puissant seigneur de Paimpont. Il est donc fort probable que Gosseline fut la fondatrice de ce prieuré. Il ne reste pas grand-chose, hein? Il reste plus rien, c'est... En vérité, il reste quoi? Un ou deux pans de mur, c'est tout? Il reste, faudrait la dégager. Point de mur côté est, côté ouest. 1465, Françoise d'Ambroise prit possession de la Gacilly. Les moines de Saint-Jacob rentrèrent à Paimpont, et Saint-Jacob devint une chapellenie. Son architecture était du plus simple. Une petite nef, un autel, un clocher champignon, avec sur le linteau de la porte l'écusson des Rieux à deux têtes de bélier et leur devise. Les seigneurs de Rieux se donnent comme fondateurs de la chapellenie. Dans le même temps, la chapelle tomba sous le giron de la paroisse de l'Effougeray pendant 2 à 3 siècles. La présence du sire de Rieux au château de la Forêt-Neuve donna au village de Saint-Jacob une importance nouvelle. Il devint le siège d'une petite cour de justice. Même la Courbée eut son notaire. Enfin, il est à noter, selon M. de Bouillon, dans son ouvrage de 1936, La Révolution au pays de Redon, au temps de la chouannerie, les prêtres cachés dans le pays célébraient la messe dans la chapelle de Saint-Jacob, plus que délabrée. Elle redevint le centre religieux de tout le pays. Alors le système serait là, à droite, là. Et ça appartient à qui, ça, maintenant? À moi. T'as jamais retrouvé de croix? Rien? Non, rien. Il y avait des ifs en général, et il y avait déjà des chapelles ou des églises, et puis le cimetière qui était autour des bâtiments, quoi. Une association fut créée pour tenter de sauver la chapelle, mais le propriétaire, M. Diguet, refusa de vendre le terrain. Quand tu es jeune, dans quel état tu la vois, la carrière? Moi, je vois le temps qui s'affaisse de plus en plus. Parce qu'il m'a semblé, quand j'étais... Est-ce que c'est le fait que j'étais petit, je voyais ça beaucoup plus haut? Parce que moi, je grimpais là-dessus. Sous la draille? Ouais, voilà. Mais il y a des gens qui sont venus chercher beaucoup de pierres. Oui, c'est ça. Pour enterrer. Et il y en avait beaucoup qui ont disparu de ce drail. Et puis, la carrière a pris une partie du chemin. Tu vois, ça s'est voyé sur le chemin, parce que normalement, le chemin, il faisait 6 mètres. Hein. Quand il vient de Glénac, il fait 6 mètres. Et quand il repart vers la Joirdet, il fait 6 mètres. Et il continue, il faisait 6 mètres. Donc la carrière a dû le drail, ils appellent ça le drail,
a dû envahir. La fermeture de l'exploitation des ardoisières fut effective vers 1870. Ce sont des mines à ciel ouvert, des galeries souterraines. À partir de 1810, elles sont exploitées sans permission, mais sous la surveillance de l'administration. Sur le site, 6 lieux d'activité existaient. Premier semestre 1837, il a été extrait des carrières de Saint-Jacob 200 milliers d'ardoises. Il y avait à peu près 23 ouvriers, dont des périeurs, métier disparu. Ils travaillaient au fond des puits, détachaient les blocs de schiste qu'il fallait remonter à la surface, où d'autres opérations s'effectuaient. L'aliénage. On divisait le bloc dans son épaisseur pour obtenir des plaques de 5 à 10 cm. Le boucage. Opération qui recherche la rupture de schiste, dans le sens du long grain. Dont le but, en fait, était d'avoir des répartants, morceaux de schiste plus ou moins réguliers, mais maniables par le fondeur, qui lui les débutait en fendit, en relation avec le modèle d'ardoise prévu. La dernière opération était le rondissage. On donnait la forme définitive à l'ardoise. En 1992, nous avons essayé de recueillir des informations sur les carrières de Saint-Jacob auprès de M. Jean-Baptiste Ettori, oncle de Bernard Fanel. Il était né en 1891. Il avait donc plus de 100 ans. Il avait vécu au Gué jusqu'à ses 20 ans. Mais hélas, sa mémoire commençait à lui faire défaut. Mon père n'a pas valant la valeur d'une épée, la valeur d'une épée. Ce qu'il y a de beau, il a 3 jolies filles, gentilles, fleuries. Fondeur, dormez-vous. Fondeur, joli fondeur, si vous dormez, réveillez-vous. Ce qu'il y a de beau, il a 3 jolies filles, il a 3 jolies filles. Elles s'en vont dans les bois pour cueillir la noisille, gentille, fleurie. Fondeur, dormez-vous. Fondeur, joli fondeur, si vous dormez, réveillez-vous. Elles s'en vont dans les bois pour cueillir la noisille, pour cueillir la noisille. La noisille était haute, la fille était petite, gentille, fleurie. Fondeur, dormez-vous. Fondeur, joli fondeur, si vous dormez, réveillez-vous. La noisille était haute, la fille était petite, la fille était petite. Monta sur son sabot pour atteindre la cime, gentille, fleurie. Fondeur, dormez-vous. Fondeur, joli fondeur, si vous dormez, réveillez-vous. Monta sur son sabot pour atteindre la cime, pour atteindre la cime. Le sabot a cassé, elle tomba dans les épines, gentille, fleurie. Fondeur, dormez-vous. Fondeur, joli fondeur, si vous dormez, réveillez-vous. Le sabot a cassé, elle tomba dans les épines, elle tomba dans les épines. Elle enfonça dans son doigt une tendre et verte épine, gentille, fleurie. Fondeur, dormez-vous. Fondeur, joli fondeur, si vous dormez, réveillez-vous. Saint-Jacob, jusqu'à la fin du XXe siècle, était un hameau convivial. Chaque 15 août, les habitants organisaient une fête qui réunissait les résidents, les gens qui étaient nés ou y avaient vécu.
Depuis les années 2000, l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, l'homme s'est replié sur lui-même, dans un monde hyper-capitaliste, où l'égoïsme et l'individualisme ont pris le dessus. Mais le genre humain n'est pas fait pour ce mode de vie. Le Covid-19 est peut-être un bien pour un mal. Ces mois de privation de culture, d'associatif, vont peut-être faire comprendre à l'être humain l'importance de l'échange, du partage. Et Saint-Jacob redeviendra ce lieu convivial où il faisait bon vivre.